L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bienvenue à cette série d'émissions. Maya découvre la Côte-Nord. Maya, c'est une chienne qui nous est apparue il y a 1 an et qui nous a démontré une très grande intelligence, une très grande curiosité. Suivons Maya à travers son périple et sa curiosité pour découvrir l'ensemble des écosystèmes de la Côte-Nord. Le Québec possède la plus grande superficie forestière du Canada. Le sud de la province est dominé par les érablières de la forêt de feuillus. À l'autre bout du territoire, seules quelques plantes résistantes au froid réussissent à occuper la vaste toundra arctique. Entre ces deux extrêmes en plein cœur du Québec, c'est l'immense forêt boréale où les conifères semblent s'étendre à perte de vue. Cette forêt mérite une attention particulière puisqu'elle représente une richesse collective unique au monde dont il faut assurer la pérennité. Depuis les 20 dernières années, notre compréhension sur le fonctionnement de la forêt boréale a considérablement progressé. Les différents travaux scientifiques réalisés à ce jour nous permettent de mieux cerner le processus naturel qui gouverne ce milieu forestier. Vue du haut des airs, la forêt boréale nord-côtière paraît monotone. S'étend devant nous un vaste tapis de conifères à perte de vue. On pourrait croire que seuls les conifères qui pointent vers le ciel occupent ce territoire. Illusion, car cette forêt est d'une étonnante richesse. Bien que les conifères la dominent, elle est composée d'une multitude d'autres éléments qui en font un milieu diversifié. Elle n'est pas que terre d'épinettes et de bleuets. Cette forêt, telle qu'on l'observe aujourd'hui, est jeune comparativement à l'âge de la Terre. La forêt boréale a moins de 10 000 ans. Les conditions climatiques qu'on y retrouve limitent la venue de nouvelles espèces, du moins jusqu'à maintenant, avec cette nouvelle donnée que le réchauffement climatique. Par contre, celles qui sont parvenues à coloniser ce territoire occupent de grandes superficies. Par ailleurs, à l'intérieur de cette forêt, la diversité biologique y est surprenante. En plus des conifères, on y observe plusieurs autres végétaux. Cette végétation fournit habitat et nourriture à une faune omniprésente, allant des insectes aux grands mammifères. Petite mésange à tête noire. Donc, ces oiseaux peu farouches font partie intégrante de la forêt boréale. Ah, c'était la poitrine rousse, nouvelle espèce. Donc, des espèces qui sont endémiques à la forêt boréale, qui se sont spécialisées en fait. Ce qu'on sait des mésanges, c'est qu'ils ont une quinzaine de sons différents, donc un langage assez évolué. Et ce qu'on sait aussi des citelles, c'est qu'ils ont appris à mentir en imitant le langage. Donc, justement, une citelle qui imite le langage des mésanges, donc pour arriver à leur fin. Une certaine hiérarchie existe à l'intérieur des groupements. Donc, on a vu une qui n'a pas eu le temps de manger parce qu'une plus forte est arrivée. Ah. Donc ils se partagent le petit butin qu'il y a dans la forêt, mais en temps normal, c'est sûr que ce ne sont pas les graines qu'ils mangent.
Ce sont à l'intérieur des cônes qu'on trouve des zones, puis aussi des cônes des sapins, des épinettes, donc qui contiennent des graines riches en protéines qui leur permettent de passer à travers les hivers rigoureux. Donc, les animaux migrent, quittent. Il y en a qui vont creuser des terriers, mais quelques animaux continuent à avoir une activité durant cette période-là, dont les oiseaux et les écureuils. On ne peut passer sous silence l'abondance de l'eau en forêt boréale. De nombreux plans d'eau abritent plusieurs espèces de poissons et participent au cycle de l'eau qui enrichit ultimement le milieu marin de la côte nord du Québec. En interaction, tous ces éléments font de ce milieu un écosystème complexe, riche et dynamique. La forêt boréale représente un véritable patrimoine naturel pour tout le Québec. Cette forêt se subdivise en des sous-zones forestières que l'on peut qualifier de domaines forestiers et qui sont régis surtout par le climat. À partir du sud, la forêt boréale continue est dense, fermée. Les épinettes noires poussent généralement sur un tapis de mousse verte. On l'appelle paissière noire à mousse. Plus loin au nord, les épinettes qui se reproduisent par marcottage et semis sont plus éparses et forment des îlots d'épinettes en milieu plus ouvert avec un tapis de cladonie ou lichen. Cette zone se nomme paissière à lichen ou taïga. Taïga. Ici, l'écosystème montre les rigueurs du climat. Donc, les arbres vont plutôt pousser par marcottage, c'est-à-dire qu'il va y avoir un arbre mère et à partir des branches basses et de la charge de neige qui vont écraser ça au sol. Les racines vont se produire ou se reproduire à partir des branches basses et vont donner naissance à d'autres rejetons. Donc, ça donne des îlots de sapins ou de résineux, d'épinettes, avec un grand tapis de mousse. Donc, c'est l'endroit de prédilection du caribou forestier. Et enfin, très loin au nord, la forêt fait place à la toundra, due à la rigueur du climat. C'est pourquoi cette zone se nomme toundra forestière. Enfin, les principales espèces de résineux qui composent la forêt boréale sont l'épinette noire qui est essentiellement nord-américaine et que l'on retrouve surtout dans l'est du pays à partir de l'Ontario, mais surtout au Québec et à Terre-Neuve. C'est en quelque sorte le symbole de la Côte-Nord. Puis vient s'y joindre le sapin baumier qui pousse très bien dans les sous-bois et adapté aux grands écarts de température. Il préfère cependant les milieux humides et frais. S'ajoute le pin gris qui forme de grandes pinèdes et qui a besoin des feux de forêt pour s'étendre dans ce territoire. Il partage bien le territoire qu'il occupe avec des feuillus comme la trempe ou le bouleau qui, eux, se sont bien adaptés dans cette forêt boréale et y occupent environ 25 % de la superficie. Parlant de feuillus, le mélèze laricin est le seul résineux qui perd ses aiguilles pour affronter l'hiver rigoureux. Avec l'épinette blanche, il partage aussi le domaine de la forêt boréale. En plus des arbres résineux et feuillus qui dominent par leur taille imposante, la forêt boréale est composée de plusieurs autres petits végétaux. Il faut prendre le temps de marcher dans cette forêt pour en découvrir la richesse et la diversité. Fin août, début septembre, nécessite maintenant une photopériode qui se restreint dans le temps et qui, du coup, fait en sorte qu'on dégrade la chlorophylle. Donc, on va assister à un changement progressif des couleurs de la forêt boréale. En même temps, la plupart des plantes ont accompli leur cycle vital et on produit, pour la plupart, avec les pollinisateurs, on réussit à produire des fruits qui vont servir à la faune aviaire et à la faune animale pour soit se préparer à affronter le grand hiver ou encore se préparer à faire de très grandes migrations. Donc, un apport énergétique substantiel doit être fourni et les fruits y contribuent considérablement. En même temps,
on doit aussi souligner le fait que ça a permis aux peuples autochtones et aux Blancs des premières colonies de faire en sorte qu'on soit capable d'assurer notre subsistance. Donc, la forêt boréale a joué un rôle primordial dans l'établissement des colonies par le passé et aussi pour s'assurer dans les grandes périodes de disette et de carence en hiver qu'on ait un apport avec des réserves naturellement, qu'on ait un apport de vitamine C et différents composés qui font en sorte qu'on maintient le métabolisme en bonne santé. Donc, je pense que la forêt boréale, au-delà de sa contribution atmosphérique, nous a permis à nous, les humains, de faire en sorte qu'on assure notre existence. En fait, au Québec, cet écosystème compte plus de 850 espèces de plantes vasculaires. De plus, les plantes non vasculaires comme les mousses, les lichens et les champignons contribuent à accroître la richesse floristique de ce milieu. La diversité de la génération dans le sous-bois de la forêt boréale est entre autres influencée par l'épaisseur et la composition de la matière organique. Cette couche est surtout constituée d'aiguilles de conifères et de mousses. Plusieurs perturbateurs naturels viennent modifier et enrichir, contrairement à ce que l'on peut croire, le milieu forestier. En effet, les agents naturels comme les feux de forêt participent activement à la dynamique forestière. Les espèces y sont adaptées et même ont modifié leur biologie en fonction de ces perturbations naturelles. Les épinettes noires et les pins gris en sont de très bons exemples. Les cônes des pins s'ouvrent à des températures élevées et permettent l'établissement d'épinets après le passage des feux. Même stratagème pour une partie des cônes des épinettes noires. Pour les feuillus, ils ont adapté leurs racines pour qu'elles puissent faire émerger des rejetons à partir des drageons suite à la disparition de l'arbre mère. Bref, rarement les insectes ou autres perturbateurs naturels ont un effet désastreux à long terme. Les écoservices de la forêt sont multiples. Captation du carbone atmosphérique, régulation du réseau hydrique, assainissement de l'atmosphère par captation des matières particulières au sol. Ce ne sont que quelques-uns des exemples de services que nous rend la forêt. Malheureusement, à ce début du 21e siècle, les forêts du monde sont menacées et grandement perturbées. À nous maintenant de changer cette situation et d'assurer l'avenir de cette richesse collective. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.